Bonjour et bienvenue, on a tous quelques notions d'économie, des idées qui nous semblent évidentes. Mais il existe d'autres courants de pensée, des manières de voir le monde qui sont, radicalement différentes. C'est le cas de l'école autrichienne. On va plonger ensemble dans cette pensée pour voir ce qui la rend si particulière. Au premier abord, on pourrait facilement se dire « Ok, l'école autrichienne et l'école néoclassique, celle qui domine aujourd'hui, c'est un peu la même chose, non ?» Après tout, les deux semblent défendre le libre marché, le fameux laisser-faire, mais est-ce que c'est vraiment si simple? En fait, si la conclusion, le quoi, semble parfois la même, c'est tout le raisonnement, tout le pourquoi qui est différent. La séparation n'est pas juste un petit détail, elle est au cœur même de leur vision du monde. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant. Allez, commençons par gratter un peu ce vernis. Voyons ce qui se cache derrière cette ressemblance qui est, en fait, assez trompeuse. Voilà la source de toute la confusion. Sur le papier, leurs recommandations politiques peuvent se ressembler. Moins d'intervention de l'État, plus de liberté pour le marché. Alors forcément, hop, on a vite fait de les mettre dans le même sac. Mais c'est une erreur fondamentale. Et là, on touche au fond du problème. Pour les penseurs autrichiens, ce n'est même pas un petit désaccord. Ils considèrent que tout, absolument tout, les sépare de l'économie dominante. Le chemin qu'ils prennent pour arriver à une conclusion pro-marché n'a juste rien à voir. Alors, ce fameux chemin, c'est la méthode. C'est là qu'il faut aller voir pour vraiment comprendre comment deux approches peuvent aboutir à des visions du monde aussi opposées. Là, on a vraiment deux mondes. D'un côté, l'approche néoclassique dominante, c'est le monde des équations, des modèles mathématiques. On cherche un point d'équilibre parfait, presque comme si l'économie était une machine. Et de l'autre, on a les Autrichiens qui disent « Stop, l'économie, ce n'est pas de la physique. L'économie, c'est le résultat des actions d'êtres humains qui choisissent, qui opprennent, qui se trompent. C'est un processus vivant en perpétuel changement. » Ça, c'est un concept absolument clé. Pour les Autrichiens, la valeur n'est pas une propriété de l'objet. Prenons une simple bouteille d'eau. Dans un bureau, elle vaut quoi? 1 euro? Mais imaginez cette même bouteille pour quelqu'un perdu au milieu du désert. Sa valeur devient immense. La valeur est subjective, elle naît dans notre esprit, en fonction de nos besoins à un instant T. Et le prix, ce n'est rien d'autre que le point de rencontre de toutes ces évaluations subjectives. D'accord, donc si la méthode est si différente, comment est-ce que ça change concrètement la vision du marché? Il faut vraiment oublier l'image du marché comme une balance qui cherche son équilibre. Pour les Autrichiens, le marché, c'est bien plus un processus de découverte. C'est un immense jeu d'exploration. Les entrepreneurs sont des explorateurs qui tentent de deviner ce qu'on voudra demain. Ils essayent des choses, certains réussissent, beaucoup échouent. Il n'y a pas de destination finale, c'est un mouvement constant d'apprentissage. Prenez un objet aussi simple qu'un crayon à papier. Personne, absolument personne sur Terre ne sait le fabriquer de A à Z. Celui qui extrait le graphite ne connaît rien à l'exploitation du bois de cèdre. Celui qui fabrique la laque ignore tout de la petite gomme au bout. Et pourtant, le crayon existe. Comment est-ce possible? Pas grâce à un grand planificateur, c'est la magie du système de prix. Le prix du bois, du transport, du graphite, ce sont des signaux, un langage qui permet à des milliers de gens qui ne se connaissent pas de collaborer. C'est une coordination spontanée sans chef d'orchestre. Et ça nous amène à l'idée la plus célèbre de Friedrich Hayek, l'ordre spontané. Pensez à la langue qu'on parle. Personne ne l'a conçue de manière centralisée. Elle a émergé, évolué, à partir de milliards d'interactions humaines sur des siècles. C'est exactement pareil pour le marché. C'est, comme le disait Hayek, le résultat de l'action humaine, mais non d'un dessein humain. Un ordre qui naît de lui-même. Forcément, une vision de l'économie comme celle-ci débouche sur une philosophie politique bien précise, avec un concept au centre de tout, la liberté. Mais attention, pas n'importe laquelle. Abraham Lincoln l'avait parfaitement résumé. Tout le monde se réclame de la liberté, mais on ne met pas du tout la même chose derrière ce mot. Pour les Autrichiens, être extrêmement clair sur sa définition est donc essentiel. Et là voilà, leur définition. Elle est simple, nette et tranchante. Pour eux, la liberté, ce n'est pas d'avoir le pouvoir de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas la richesse. C'est l'état dans lequel un individu n'est pas soumis à la volonté arbitraire de quelqu'un d'autre. C'est tout. En d'autres termes, être libre, c'est ne pas être le pion de quelqu'un d'autre. La liberté, c'est donc avant tout une relation sociale. Par conséquent, l'objectif d'une société libre, dans cette optique, c'est de créer des règles du jeu justes qui protègent chaque personne de la domination arbitraire des autres. Bon, pour terminer, prenons un peu de hauteur et regardons d'où vient cette pensée et quelle est sa place aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une mode intellectuelle qui a surgi hier. L'école autrichienne, c'est une tradition de pensée profonde qui a été construite et affinée sur plus de 150 ans.
On peut retracer toute cette histoire. Ça démarre en 1871 avec Karl Menger, le fondateur, puis chaque génération apporte sa pierre à l'édifice, que ce soit sur la théorie du capital, puis le grand débat face au socialisme mené par des géants comme Mises et Hayek au XXe siècle, jusqu'au développement plus récent. C'est un véritable édifice intellectuel. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on n'enseigne pas beaucoup l'école autrichienne dans les universités. On la qualifie d'hétérodoxe, c'est-à-dire qu'elle est en dehors du courant principal. Mais elle est loin d'être morte. Elle reste une voix critique, un poil à gratter intellectuel, une alternative indispensable qui continue de nourrir le débat d'idées. Et on va se quitter sur cette interrogation, qui résume peut-être toute l'essence de la pensée autrichienne. Si on admet que le futur est imprévisible et que personne ne détient la vérité, alors la ressource la plus précieuse d'une société, n'est-ce pas cette connaissance infiniment fragmentée, dispersée chez des milliards d'individus? Et la vraie question est, comment s'organiser pour la laisser s'exprimer? Une interrogation qui, aujourd'hui plus que jamais, est d'une actualité brûlante.